Quaxina, ici Alexandre Koda avec mon collègue André Dudemaine. Cette semaine, nous avons notre invité Iruma Awashish. Iruma, si tu peux t'introduire. Kaskina, Nijemileten, Kibe Jamiel. Très heureuse de faire partie de votre podcast. Edouskian. Ah oui, ok, vous voulez que je me présente, pardon. Donc, je suis une artiste de la nation Adikimiok Nerizeo, de la communauté d'Obidjouan, puis je suis une artiste en art visuel. Je suis maintenant établie au Peguagmi, Lac-Saint-Jean, au territoire Innu de Machtouillats. Je vous parle d'ailleurs en direct de mon atelier à Machtouillats. Ben oui, on avait eu, je me souviens, comment ça s'appelait? Reliques et passages. On avait Oui, eu une exposition, vraiment, mais ça va faire une bonne dizaine d'années. ça fait vraiment Ouais. ma première mes premières expositions, ça. Wow. Ouais. Ouais. On avait fait une tournée des maisons de la culture de Montréal avec cette expo. Tout à fait, avec notre ami Gabrielle Piché. Ben oui, Gabrielle Piché, qui maintenant est directrice d'une maison de la culture, mais pas à Montréal, à Saint-Denis-de-Lin. Je ne me souviens jamais où c'est. Attention, elle va nous envoyer un message. Là. Elle nous écoute. Si elle nous écoute, en tout cas, on la salue. C'est quelqu'un qui a été effectivement longtemps ici à Terres en Vue et qui a mené de très beaux projets, dont celui-là. Oui, j'ai des souvenirs de ça, de cette tournée-là. Écoute, il y a quelque chose de peut-être de particulier chez toi. C'est comme beaucoup d'artistes autochtones, tu as été d'abord autodidacte dans ton milieu, mais tu as choisi d'aller de t'inscrire à l'université. Et plutôt que de rester dans le plus spontané, je dirais, de ton art. Explique-nous peut-être comment tu en es arrivé à cette idée-là. Puis est-ce que finalement c'était une bonne idée aussi? Oui, bien comme tu dis, chez les Premières Nations, c'est tellement naturel pour nous de la créativité. Moi, j'ai baigné là-dedans dès mon enfance. Mes grands-parents étaient des maîtres artisans, puis tu sais, mes parents aussi qui étaient des artistes. Fait que naturellement, moi aussi, j'avais envie j'étais comme stimulée à développer ma créativité déjà dès l'enfance. Mais en grandissant, je pense que mes parents, eux, auraient aimé pouvoir faire des études dans les domaines artistiques. Mon père, c'était un musicien, toujours un grand amoureux de la musique toute sa vie. Fait qu'il aurait beaucoup aimé, lui, je pense, plus jeune, pouvoir faire des études en musique à l'université. Mais à cette époque-là, c'était moins les conseils de bande, tout ça. Ils subventionnaient pas vraiment ce type d'études-là. Peut-être qu'ils pensaient qu'il y avait peut-être plus une urgence d'avoir besoin de professeurs, d'infirmiers, d'administrateurs. Tu sais, c'était plus ce genre d'études-là qui était valorisé. Fait que lui, il est allé étudier en droit. Mais il a toujours gardé la musique très proche de lui. Ça l'a toujours passionné, puis il m'a transmis ça aussi, cet amour-là de la musique. Puis ma mère, elle, ben, c'était les arts du cirque, le théâtre, tout ça. Fait qu'elle aussi, elle aurait aimé faire carrière comme artiste, mais finalement, c'est leur vie, leur chemin de vie les a menés à ce que ils s'installent à Obidjouan, puis je suis arrivée aussi dans leur vie, puis je pense que ça aussi, ça a joué un rôle déterminant sur leur choix de carrière, d'études. Ma mère a finalement fait des études en éducation pour devenir professeure. Elle a enseigné pendant des années à Obidjouan, puis elle enseigne encore d'ailleurs à l'âge de 73 ans. Elle enseigne à l'école secondaire Miguizio, là où j'ai déjà étudié. Donc, je pense que mes parents, quand ils m'ont vu que j'avais, moi aussi, j'étais attirée par le milieu de l'art, ils m'ont tout de suite comme appuyée là-dedans. Au début, je me disais que j'allais choisir, quand j'ai décidé de m'inscrire en art au cégep,
j'ai pensé, je vais aller étudier en art en attendant que je trouve un métier, tu sais, que je vais exercer plus sérieusement dans ma vie d'adulte. Mais finalement, ben, mes parents, même au début, je me disais, bon, mes parents vont peut-être pas être d'accord avec mon choix d'études. Fait que c'est là, j'ai été très surprise de voir que non, ils me soutenaient vraiment dans mon choix de programme. Puis mon père aussi. C'était surtout venant de mon père que je craignais un peu plus qu'il ne soit pas d'accord avec ça. Mais finalement, c'est ça, ils m'ont tout de suite encouragée. Ils étaient très heureux que j'aille étudier en art. Puis ils voyaient que je ne savais pas encore vraiment exactement qu'est-ce que j'avais envie de faire comme carrière, mais ils étaient heureux que j'aille. Pour eux, c'était important que j'aille à l'université, au collège, puis à l'université. Fait que j'ai fait une première année au Cégep de Jonquière, ici, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis j'ai vraiment de beaux souvenirs de cette année-là, mais j'ai seulement fait une année parce que cette première année-là, j'avais 18 ans, puis je pense que c'était le trip de partir en appartement avec des amis, puis de faire la fête beaucoup. C'était ça qui m'a occupée la première année beaucoup. Mais j'ai comme compris aussi là, que l'art, ça allait dans toutes les directions. Tu sais, il y avait des formes d'art que je connaissais même pas quand je suis arrivée au cégep. Tu sais, comme la performance, pour moi, c'était tellement quelque chose que je connaissais pas, là. Tu sais, pour moi, l'art, ça se limitait, tu sais, dans moi, ce que je faisais, tu sais, c'était de dessiner, peindre, faire des petites sculptures. Fait que d'aller au collège, ça m'a comme tout à coup ouvert les portes de voir comment il y avait plusieurs disciplines en art que je connaissais pas puis que j'avais la curiosité d'explorer. Mais c'est vraiment quand je suis allée à l'université, quelques années plus tard, je pense que j'avais 23 ans, peut-être 24 ans, quand j'ai décidé de retourner à l'université. C'est là que j'ai comme compris que c'était possible d'envisager de faire vraiment une carrière professionnelle comme artiste. Avant ça, c'était comme si je naviguais un peu à travers tu sais, mes études en art sans trop savoir que je pouvais en faire une carrière sérieuse. Oui, bon, comme beaucoup de jeunes, tu papillonnais. Voilà. Les, alors, tu nous raconteras comment tu es arrivé à Machete-Bouillatz, mais quand on pense à Machete-Bouillatz, quand on pense à l'histoire, au développement de l'art autochtone, on ne peut pas ne pas penser à la regrettée Diane Robertson, hein, qui avait Ouais. ouvert beaucoup de portes. Alors là, il y a plusieurs questions Ouais. ici là, qui viennent. Il est un Oui. artiste, sculpteur, puis il faisait de la gravure, mais qui est un artiste que j'admire beaucoup, qui est de Machete-Bouillatz aussi, que je côtoie parfois, là, ici dans la communauté, là. Je travaillais avec sa femme, Louise Siméon, au musée de Machete-Bouillatz. Fait que c'est un artiste aussi que je pourrais dire qui m'a inspirée. Ouais. Je me souviens, il fait des pièces magnifiques en sculpture, souvent sur des sujets mythologiques. Effectivement, lui aussi a été important, peut-être moins connu parce que son art s'inscrit moins dans des démarches expérimentales qui sont en vogue dans l'univers des arts contemporains, mais merci de le mentionner. Mais si je pense aussi à Diane, c'est que toi, comme elle, tu utilises beaucoup l'organique, même les matières animales, quand ce n'est pas des animaux empaillés comme tels. Alors, je sais que c'est une pratique qui est admise, évidemment, en art contemporain, mais je sais aussi que dans le milieu autochtone, ça ne fait pas toujours l'unanimité. Les gens qui sont beaucoup dans des traditions plus anciennes voient souvent ça avec un peu ils ne sont pas sûrs. Alors, j'aimerais que tu nous parles un peu de ce choix que tu as fait et comment c'est vécu dans ton rapport à ta tradition et par rapport aux gens que tu côtoies dans la communauté.
Oui, ben c'est vrai que Diane, elle a vraiment tracé la voie. Moi, je l'ai jamais rencontrée de son vivant, mais je côtoie sa sœur, Sonia Robertson, qui est une artiste aussi en art actuel de Mashtoyats. Mais tu disais que tu sais, c'était parfois difficilement accepté, tu sais, dans nos communautés, mais moi, j'ai jamais ressenti ça. Je pense que tout est dans la façon de le faire. Tu sais, on j'ai toujours été sensibilisée, je pense, par mes parents, justement. Mon père m'a toujours parlé de ça. Mon père est décédé maintenant, ça va faire 9 ans. Mais de son vivant, quand il me voyait aller dans les sujets qui m'intéressaient dans mon travail, les matériaux, les thèmes qui m'inspiraient, je parlais beaucoup de religion, de sacré, de rituels, tout ça. Donc, il m'a toujours mis en garde, justement, de ça, pour pas que les gens aient l'impression que je profane des symboles, des choses qui sont sacrées pour nous, les Premières Nations, mais aussi pour les gens qui sont catholiques. Parce que ça aussi, j'utilise beaucoup des symboles qui viennent de la religion catholique. Donc, ça aussi, il m'a toujours mis en garde, tu sais, pour que je fasse attention. Parce que des fois, j'étais dans la provocation, parce que je voulais dénoncer des choses, surtout plus jeune. Mais j'essayais toujours de garder à l'esprit ce que mon père me disait, de, 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 de rester que ce soit fait dans le respect. Puis ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé que je garde ça en tête. Oui, de traiter de choses qui sont sacrées, de choses sensibles, mais de le faire dans une démarche respectueuse. Donc, même s'il y a des choses parfois que je vais dénoncer de la religion catholique, je comprends que dans ma communauté, puis dans plusieurs communautés autochtones, nos aînés vont encore à l'église, puis ont encore des chapelets dans leur cou, puis prient, tu sais, ont leur petit livre de cantiques aussi, comme mes grands-parents, puis ils chantent dans des cérémonies les cantiques qui ont été traduits en algonquin. Donc, je respecte ça aussi, parce que il y a une histoire derrière tout ça, puis on peut pas du jour au lendemain balayer tout ce qui a été avant. J'ai fait une œuvre d'ailleurs avec un renard naturalisé là, que j'avais trouvé sur le bord de la route, qui s'appelle Apprivoiser son âme. Puis ça traite exactement de ça, en fait, de cette démarche-là qu'on doit avoir dans nos communautés. Le renard, tu vois, la façon qu'il est positionné, c'est comme il essaie d'avancer, mais tu le sens qu'il est un peu méfiant, un peu craintif. Puis dans son ventre, dans le côté de son ventre, il y a un petit tiroir qui est ouvert avec des chapelets qui sortent du tiroir. Fait que pour moi, ça symbolise comme sa blessure, puis ses entrailles qui sortent, les chapelets. Fait que le renard, il est blessé. Donc moi, si j'essaie de l'apprivoiser, il faut que je sois délicate, puis il faut que je sois respectueuse, puis il faut que je comprenne, que je sois empathique, que je comprenne qu'il y a des blessures. Donc, je peux pas juste essayer de l'attraper. Il faut que je fasse ça délicatement. Donc, dans mon installation, j'ai mis du sapinage comme dans une tente, que ça soit invitant, que ça soit confortable, réconfortant comme dans une tente. J'ai mis des bols, j'ai mis un bol d'eau pour lui donner à boire. J'ai mis de la nourriture, un petit peu de bannique, un petit peu de méniche, un petit peu de bleuet. J'ai mis dans un autre bol du tabac pour la prière. Puis, fait que c'est ça, apprivoiser son âme. Je me disais là-dedans, dans cette œuvre-là, le renard, je sens qu'il veut venir vers moi, vers les traditions, vers les rituels, vers nos anciennes façons de prier. Mais je peux pas le brusquer parce qu'il est blessé, il traîne des blessures. Donc, même si je veux essayer de le brusquer, si j'essaie trop vite, il va vouloir s'échapper. Donc, j'essaie tranquillement de l'apprivoiser, puis de le faire en douceur, puis de m'accorder à son rythme à lui.
Tu sais, parfois, on veut faire des bouts de vite, mais non, il faut vraiment que je le respecte. Fait que c'est un petit peu cette approche-là aussi que j'essaie d'avoir par rapport à ces sujets-là que je traite quand je parle du sacré, de la décolonisation du sacré dans mes œuvres. J'essaie de le faire respectueusement. Tout le monde a ses croyances, tout le monde a son histoire. On a une histoire commune, on a une histoire personnelle aussi. Puis j'ai toujours beaucoup de respect pour mes grands-parents qui sont décédés maintenant, mais qui faisaient leur chapelet tous les soirs, puis qui restaient en arrière de l'église en Béjouane, qui allaient à l'église. Donc, il y a beaucoup de nos aînés encore qui vont à l'église. Puis moi, une fois, j'ai un ami qui s'appelle Lama Samten, c'est un moine tibétain. Puis une fois, il était en visite chez moi, puis il se levait très tôt le matin, à l'heure des moines, j'imagine, là, vers 4-5 heures du matin. Puis il s'assoyait devant la fenêtre chez moi, puis là, je l'entendais réciter ses prières en sanskrit, je pense, ou en tibétain. Puis la façon qu'il priait, c'était comme un petit marmonnement. Puis là, ça me fait penser quand j'ai Comme mes entendu ça. grands-parents. Toi aussi, hein? Ben, J'ai jamais compris qu'est-ce qu'il disait quand il oui, priait. Puis il me disait c'est ça. imite-moi, puis là je faisais juste marmonner. Parce qu'ils le disent tellement vite, hein? Ben, ça m'a fait penser à ça quand j'ai entendu mon ami la Massamten faire ses prières avec son mala, son chapelet, le tibétain. J'ai tout de suite pensé à mes grands-parents qu'ils faisaient tellement rapidement leur chapelet, là, ils connaissaient par cœur les prières. Rum Scalu Marie, tu sais, là, que là, j'ai fait aïe aïe, ça m'a comme apaisé de voir ça, de comprendre ça. Je me suis dit, dans le fond, nos aînés, quand ils prient, quand on leur a dit, vous pouvez plus pratiquer vos croyances, vos rituels autochtones, maintenant, ça va être cette religion-là, ces mots-là, ces prières-là, ces objets-là que vous allez utiliser dans vos prières. Mais pour eux, c'était très superficiel tout ça, parce que finalement, ce que j'ai compris, c'est que ça n'a pas changé leur connexion avec leur créateur. Peu importe la façon qu'ils prient, eux, c'était le même créateur avec qui ils se connectaient dans leur prière. C'est ça qui me... Quand j'ai compris ça, ça m'a beaucoup apaisé parce que j'étais habitée par beaucoup de rage, beaucoup de colère envers l'institution de l'Église. Puis tout à coup, quand j'ai compris ça, ça m'a comme fait du bien. J'ai comme fait, ben oui, dans le fond, la spiritualité, c'est peu importe les mots que tu vas utiliser en priant, peu importe les gestes que tu vas faire en priant ou les objets que tu vas utiliser en priant, ce que j'ai compris, c'est que quand tu te connectes à ton Créateur, c'est probablement cette même force supérieure qui habite tout l'univers. Donc, nos grands-parents, nos aînés, nos cocums, nos mouchums, ils sont pas fous, là, eux autres. C'est juste, ils ont dit, OK, on va prendre ce chemin-là pour prier. Mais pour eux autres, c'était la même chose, cette même connexion qu'ils avaient avec leur créateur. Mm. Il y avait mon oncle qui me disait m'emmener. Ben, lui, il disait qu'il m'emmenait, il avait eu le cancer, puis il dit, moi c'est pas Dieu qui m'a sauvé, c'est ma foi. Fait qu'il dit c'est en faisant ses prières qu'il a beaucoup aidé à guérir, mais c'est pas nécessairement Dieu, c'est pas l'homme de Dieu qui l'a aidé à guérir, c'est vraiment sa foi à lui. Puis, j'ai comme cette impression-là aussi que les autres, ils ont été exposés seulement à la religion. Ils n'ont pas été nécessairement exposés à la spiritualité autochtone, spiritualité atikamekw, parce que c'était déjà interdit à leur époque. Puis là, il y avait ce clash-là maintenant avec la spiritualité traditionnelle qui est revenue dans les années 2000. Puis il y a comme un recul de la religion aussi. Il y a de moins en moins de gens qui vont dans des funérailles pour chanter. En fait, il y a quand même un petit groupe maintenant qui se fait. Mais je pense que ceux qui sont croyants avec la religion, ils sont quand même respectueux avec les nouvelles pratiques, les pratiques traditionnelles qu'on voit maintenant. Puis je Oui, pense que parce ça qu'il n'y a clash un peu. pas de compétition, tu sais. Je pense que c'est ça qu'il y a aussi qu'on sent dans nos communautés. C'est pas une compétition de, tu sais, n'as-tu plus qui vont aller à l'église, n'as-tu plus qui vont aller dans des souhaites, tout Ouais, ça.
Il avait Hmm. m'emmené, je pense qu'il y a une discussion sur Facebook que je voyais, puis tu sais, t'en as une qui disait pourquoi vous continuez à croire en Dieu, en la religion, en l'Église, puis t'as quelqu'un qui a dit, mais c'est tout ce que j'ai connu dans ma vie. Moi, j'ai pas connu ce que vous faites dans les powwows avec les cérémonies, puis ça, moi, j'ai pas connu ça quand j'étais jeune. Puis je Mais je pense, sais qu'en Amérique latine, on a beaucoup analysé, puis faut dire que c'est très visible, ce qu'appelle le syncrétisme religieux, hein, où dans les processions, moi j'ai vu au Guatemala des processions où le saint qui est promené, il n'y a pas une gueule de saint catholique, hein, il y a vraiment, c'est vraiment on a vraiment sous les dehors catholiques fait passer encore des éléments de religiosité ou de spiritualité traditionnelle. Et Oui, moi, non, ça. j'ai toujours pensé que l'approche, c'est peut-être moins visible, mais qu'ici aussi, l'approche de la religion a souvent été très syncrétique, c'est-à-dire qu'on a pris ce qui faisait notre affaire et que la pratique de la religion était très liée à des notions traditionnelles. Et une fois, ça m'avait été confirmé chez les Mohawks en particulier. J'avais plusieurs fois rencontré, quand on a créé le festival, le curé, c'était le dernier jésuite de Ganawagé, qui s'appelait Louis Cyr, d'ailleurs, Father Louis Cyr. Et c'était comme les jésuites, là, un savant, quelqu'un qui réfléchissait beaucoup. Et il me disait, ça m'avait beaucoup frappé, je l'ai retenu. Il me disait, André, il dit, tu sais, nous, dans le clergé, on a l'impression de les avoir convertis, mais non. Il dit, quand ils viennent à l'église, les Mohawks, ils sont toujours en action de grâce, en remerciement. Puis ça, c'est la spiritualité traditionnelle iroquoise. Tu pries pas, t'as pas. Ça c'était Billy to Reverse qui m'avait dit ça. On prie Non, pas parce qu'on a tout ce qu'il faut. Il faut remercier pour tout ce qui nous a été donné. Alors, Wissir me disait, lui, de son côté, que c'était comme ça que l'approche était faite de la religion dans son église même. Et nous autres, on a une religion où on dit, t'as péché, il faut que tu te repentes. Ça passe pas partout. Les autres sont tous contents puis ils continuent à remercier, à remercier, à remercier. Alors déjà là, on voit comment Et en voyant tes œuvres, j'ai un peu retrouvé ça aussi, moi, cette forme de conception où effectivement l'approche du sacré est quelque chose qui a une certaine universalité justement et de transversalité. On n'a pas à opposer, qu'on n'a surtout pas à se sentir exclu. Au contraire, Oui, ça. C'est quelque chose qui est accessible à tout le monde, contrairement à ce qu'on peut ressentir dans la religion catholique, où est-ce que c'est comme si c'est quelque chose d'inatteignable, qui est accessible seulement à une élite, ou tu sais, les saints, tout ça. C'est pour ça que dans mes œuvres, je mets des auréoles aux plantes, aux animaux, à Makukum, pour montrer que le sacré, dans le fond, c'est pas quelque chose d'inaccessible. C'est quelque chose qui est tout autour de nous, tout le temps. Que c'est justement ce que tu dis, là, tu sais, des Mohawks, qui sont toujours dans la gratitude. Ben oui, c'est ça aussi. Quand quelqu'un a chassé, puis qu'on on fait la manger à notre famille avec ce gibier-là, ça aussi, c'est un geste de gratitude. Puis il y a du sacré là-dedans parce qu'on va manger un être vivant qui a offert sa vie pour nous nourrir. Puis là, on cuisine cette viande-là, on la prête. Puis les gens, il y a quelque chose, il y a une communion là-dedans. Où est-ce qu'on partage un repas tout ensemble quand on fait des mokushan, quand on a l'impression de communier aussi avec cet animal-là qui est comme vivant, puis tu sais, il vient comme nous nourrir. C'est pas juste une nourriture physique, c'est une nourriture spirituelle aussi.
Puis quand on réutilise après sa peau pour faire des mocassins, ben cet être-là est toujours vivant à travers nos mocassins aussi. Puis aussi, quand on parle, quand on conjugue nos verbes en atikamekw, on va conjuguer de deux façons. Soit quand on parle de quelque chose d'animé, ou soit quand on parle de quelque chose d'inanimé. Puis il y a certains objets comme ça qu'on pourrait penser qui sont inanimés, mais non, on va le conjuguer de la même façon qu'on va parler de ma fille, ma grand-mère, des étoiles, des plantes, des roches, de l'eau, de l'air. Tu sais, c'est comme s'il était encore habité, cet objet-là, comme un Tewigin, c'est animé, parce qu'il est habité par l'esprit de cet animal-là qui a servi pour fabriquer cet objet-là. Fait qu'on voit là-dedans, dans notre façon de parler, c'est pour ça que la langue est si importante. On voit comment qu'on perçoit notre perception du monde, puis comment nous, comme espèce humaine, on se perçoit dans ce monde-là. On n'est pas au top de la pyramide, ni au centre du cercle, mais on est vraiment à travers tout ce cercle-là. Puis on le voit dans notre langue quand on parle, comment on se sent pas plus haut qu'un ours, pas plus important qu'une fleur, parce quand on parle dans notre langue, on conjugue nos verbes de la même façon qu'on s'adresse à sa mère, à sa grand-mère, à son grand-père, que si on s'adresse à un ours, si on parle d'un ours, d'une plante, de l'eau, tout ça, c'est animé. C'est de l'ordre du sacré aussi. Oui, et les arbres aussi, hein, particulièrement, tous les arbres Absolument. sont animés. Alors, justement, parlant des animaux, un animal qu'on voit beaucoup, beaucoup dans tes œuvres, ça c'est vraiment presque, ça fait presque partie d'ailleurs de ta signature visuelle, c'est le corbeau. Et j'aimerais que tu nous parles un peu de cette... parce que là, vraiment, tu te distingues parce que l'ours, le renard, le bison, bien sûr, on le voit c'est commun à beaucoup d'artistes autochtones. Bon, ils font pas toujours de la même façon, bien sûr, mais reste que ce lien avec ces animaux-là semble le plus évident. Avec l'orignal, hein, je vois le panache derrière toi, mais avec le corbeau, alors là, sauf si on va tout à fait dans l'Ouest, où ils ont toute une légende autour de création autour du corbeau. Ici, en tout cas, on voit moins ça. Alors, j'aimerais que tu nous parles un peu de cette présence du corbeau dans ton art. Oui, ben ça fait longtemps en plus qu'ils m'accompagnent, les Kakagao, dans mon travail. Ben moi, je les ai toujours aimés. J'ai toujours trouvé que c'était beau aussi comme animal. Mais je suis impressionnée par leur mémoire, comment ils se souviennent de tout, les corbeaux. Puis c'est pour ça que j'essaie toujours d'être respectueuse envers eux quand je les vois. Parce qu'ils se souviennent. Si on n'est pas gentil avec eux, ils vont s'en souvenir. Mais moi, comme dans mes recherches, je me suis rendu compte que c'était un animal qui c'était un messager. Il y a quelque chose en cet animal-là avec la mort, mais pas comme quelque chose de mauvais, comme un mauvais augure. Mais comme c'est un animal, qu'on dit qu'il peut aller comme dans le monde des esprits, voir le monde des esprits, puis être en même temps dans le monde terrestre. Fait que c'est comme on dirait que des fois, il y a des esprits qui peuvent, tu sais, parler, passer à travers les corbeaux pour nous dire des choses. Puis des fois, on n'est pas attentif, tu sais, on est comme: «Ah, ils sont tannantes», mais moi, j'essaie toujours d'être attentive parce qu'on dirait que des fois, ils veulent nous parler. Moi, j'aime ça. Puis il y a quelque chose quand j'étais jeune aussi qui me faisait très peur. Ça, c'est une autre affaire. Alexandre, c'est sûr qu'il sait de quoi je parle, Kakagao Shtogan. Ça m'a toujours fascinée quand j'étais jeune. Sûrement qu'Alexandre a entendu parler aussi. Ben, c'est des histoires à faire peur. Ouais, C'est des histoires qui nous faisaient peur pour qu'on sorte pas pour qu'on sorte pas dehors de la nuit. ouais, ouais, un genre de bonhomme 7 heures, là. Mais il y avait des histoires quand ça me fascinait. Il y a des enfants qui me disaient qu'ils n'avaient vu, tu sais. Mais je me demandais tout le temps, ouais, mais de quoi qu'il y a de l'air, le Kakagao Shtogan? C'est-tu juste C'est une ça? tête qui vole? Ce qu'on me disait, c'est sors pas dehors de la nuit parce que Kakayo, je te vois, va t'emporter.
C'est ça! Fait que ça m'a toujours fasciné, cette histoire-là de Kakagao-Shtowan. Puis Kakagao-Shtowan, ça veut dire c'est le Kakagao, le corbeau, mais une tête. Shtowan, c'est tête. Fait que c'est la tête de corbeau. Je me disais toujours, c'est quoi ça, la tête? On va-tu juste voir une tête volée de corbeau? Tu sais, Moi, C'était j'imaginais une tête de corbeau géante qui se promenait. c'est ça, on a toute notre façon de l'imaginer, mais moi aussi, j'imaginais que c'était une grosse tête aussi qui volait. Mais il y a des gens qui me disaient aussi qu'ils l'entendaient, qu'ils ne le voyaient pas. En fait, il y avait peu de gens qui rapportaient l'avoir vraiment vu, mais qui l'avaient entendu. Puis apparemment que son cri était vraiment strident, puis que ça faisait, tu sais, ça donnait des frissons. En tout cas, ça m'a toujours fasciné, ce personnage-là. Peut-être que je devrais essayer de le dessiner, mais en me disant en même temps que j'ai peur. Je voudrais pas l'attirer en le dessinant. Fait que j'ai pas osé le personnifier. Mais les corbeaux, définitivement, on dirait que c'est des animaux qui font mauvaise figure dans l'imaginaire des gens. Puis pourtant, c'est des êtres vivants vraiment fascinants, tellement intelligents. Des fois, on voit des vidéos là, sur le net de corbeaux qui font des gestes, tu sais, qui réussissent à patenter des choses pour accéder à de la nourriture. Ils utilisent des outils, tu sais, pour y arriver. Puis ils sont vraiment dotés d'une intelligence, puis c'est des mal-aimés, tu sais, on les a comme, il y a comme une mauvaise image qui les suit, mais pourtant, c'est des êtres qu'il faut apprendre à mieux respecter parce qu'ils ont une grande mémoire, puis ils se souviennent peut-être de notre façon, tu sais, des fois, faut se rappeler, tu sais, de toujours rester humble, parce que les corbeaux sont là partout, et puis ils nous observent. Fait que si des fois on a des mauvaises attitudes, pas nécessairement envers eux, mais et je pense qu'ils nous voient, ils nous observent, puis parfois ils peuvent nous passer des messages aussi, de nous dire: «Ah, faut que tu sois plus patient, faut que tu fasses plus attention, que tu sois plus humble», parce qu'ils nous observent. Puis pour moi, c'est vraiment un animal qui est comme un pont entre le monde des esprits puis le monde terrestre. Oui, c'est souvent le rôle des oiseaux, effectivement, hein, puisque ben, l'aigle, évidemment, c'est le plus connu, mais c'est vrai de beaucoup d'espèces d'oiseaux dans différentes mythologies, parce qu'ils sont entre le ciel et la terre, alors forcément entre deux mondes, et c'est souvent vu comme des messagers, dans un sens ou dans l'autre, d'ailleurs. Et alors là, on va quand même mentionner, là, c'est important, tu as une exposition maintenant à la Guilde ici à Montréal. Alors, j'ai été au vernissage, c'était absolument un moment magnifique. Alors, il y a Meki Ottawa aussi qui a des œuvres, puis il y a un artiste Inuit Allen, je pense, son dernier nom, j'ai oublié son nom. Oui, dans cette exposition. Alors, c'est à voir absolument. C'est là maintenant à la Guilde, là, sur la rue Sherbrooke. Alors, je dis à ceux qui nous écoutent, courez pour aller voir. Puis ceux qui ne sont pas à Montréal, ben, faites du pouce pour venir à Montréal pour venir voir l'exposition. Ça vaut le coup. C'est Ouais. magnifique. C'est magnifique. Ah, Et, les belles. ouais. Et là, j'ai encore vu, ah ben oui, on peut même aller sur le site de la Guilde et on peut voir aussi les œuvres qui sont en vente, hein. Alors, pour les collectionneurs, il y a là des œuvres majeures là, importantes. Alors, c'est pour ceux qui s'intéressent à l'art autochtone, avoir un Héru Omar à Washish ou un Meki Ottawa chez soi, c'est aussi être en présence justement de ce sacré qu'elles savent si bien évoquer au travers leurs créations. Et là, j'ai encore remarqué, oh, le renard était encore là. Et le renard avait encore dans son tiroir voilà, un chapelet. Et
c'est vrai que ce soir-là, avec le buffet de soie neige, puis le Marc-Tac, la baleine qui avait amené ses huîtres, il avait de quoi manger, le renard. Mais là, je ne sais pas si on lui a gardé les restants pour la suite de l'exposition. Et j'aimerais que peut-être tu nous parles un peu de cette œuvre parce qu'elle est très singulière. Hein? Elle se distingue vraiment dans cette exposition. Oui, puis en plus, c'est arrivé vraiment par hasard, le renard, hein, parce que je n'aurais pas nécessairement été vers cet animal-là dans mon travail, mais la première fois que j'en ai trouvé un sur le bord de la route, parce que c'est souvent comme ça. Quand je suis souvent sur la route, puis quand je suis sur la route, ben, parfois je vois des animaux qui ont été frappés. Fait que j'arrête souvent pour vérifier si, il est en bon état. Puis, le premier renard, c'était comme ça. J'allais au chalet de mon amie, Sarah Clary, puis, j'avais vu le renard, mais de l'autre côté, dans l'autre sens de la route. Puis je m'étais dit: «Ah, demain, quand je vais repasser, je vais arrêter l'autre bord». Puis, fait qu'effectivement, le lendemain, ah oui, c'était un porc-épic, ouais, que j'avais spoté. Puis le lendemain, je suis arrivée, le porc-épic, je pense que le renard avait été attiré par le porc-épic aussi, puis il s'est fait frapper. Fait que finalement, le porc-épic, qui était un petit peu trop magané, je ne l'ai pas ramassé, mais le renard, par contre, quand je l'ai vu, il était tout beau. Puis je le voyais où est-ce qu'il s'était fait frapper comme dans le flanc de son ventre. Puis quand je l'ai vu, sa blessure, j'ai tout de suite eu cette image-là d'un tiroir, comme dans sa blessure. Fait que je me suis dit: «OK, je le ramasse». Puis après ça, je l'ai amené chez ma madame. Je travaille avec une dame qui s'appelle Lucille, qui reste à La Terrière au Saguenay, qui est une artiste elle aussi. C'est une taxidermiste, mais je trouve tellement qu'elle a une sensibilité, puis c'est une femme de bois, c'est une trappeuse, puis une chasseuse, elle va dans le bois, puis elle a vraiment une belle sensibilité par rapport, aux animaux, puis fait qu'elle embarque tout le temps dans mes projets, puis, elle réussit toujours à bien rendre qu'est-ce que je lui dis, comment je veux qu'elle place les animaux. Fait que quand je lui ai dit ça la première fois, ben, je veux qu'il y ait un petit tiroir. Que Elle a tout de suite embarqué, elle a dit: «OK, on va faire, quelque chose». Parce que souvent là, c'est comme des moules dans des positions assez classiques que les taxidermistes y emploient pour mettre comme la fourrure, l'animal. Mais là, pour des projets comme le mien, il faut toujours qu'elle soit un peu inventive puis qu'elle trafique les moules, tu sais? Fait que là, il fallait qu'elle fasse de la place pour mettre le tiroir aussi. Fait qu'elle a vraiment bien réussi. Mais c'est ça, le renard, il est arrivé, c'est lui qui est venu à moi, le renard. J'aurais pas, moi, nécessairement dit: «OK, je vais travailler avec cet animal-là». Fait que c'est vraiment lui qui est venu à moi. Puis je trouve que des fois, il y a des choses de plus en plus en vieillissant, je suis sensible à ça, mmh, mes intuitions, de voir comme des signes, des fois que je me sens comme guidée parfois dans mes œuvres. Parfois, je fais des choses intuitivement, sans réfléchir, puis c'est après, quand je les fais, que je trouve du sens à qu'est-ce que j'ai fait. Puis le renard, c'est ça, je l'ai pas demandé, il est arrivé à moi. Puis le deuxième renard, c'est drôle parce que là, tout à coup, je fais un lien. Le premier renard que j'ai vu, je m'en allais au chalet de mon amie Sarah Clary. Puis le deuxième renard, celui qui est exposé à la Guilde en ce moment, c'est mon amie Sarah Clary qui l'a trouvé, qui me l'a donné. Elle l'a trouvé sur le bord de la route, puis elle me dit: «Écoute, j'ai un renard pour toi». Fait que c'est là qu'est m'est venue l'idée de ce deuxième renard-là. Donc le premier renard que je vous ai expliqué tantôt, le sens de l'œuvre, c'était comme dans la démarche que j'avais, moi, de vouloir décoloniser qu'est-ce qui est sacré. Puis le deuxième renard, il est comme dans une autre posture. Tu sais, là, il est moins craintif tout à coup. Il est comme plus assumé. Il est assis fièrement sur un symbole très colonial aussi, le chapeau haute forme. Parce qu'avant, les Européens ont eu besoin de nous pour survivre au début quand ils sont arrivés, mais après, pour eux, c'était la mode des chapeaux de forme en castor.
Fait qu'il y avait besoin de nous. Nous, on trapait dans le bois, puis on trapait des castors pour eux, parce que c'était la mode en Europe. Puis, à un moment donné, du jour au lendemain, ils n'ont plus besoin de nous. La mode a comme changé. Puis, tout à coup, la ressource qu'ils avaient envie d'exploiter, c'était la forêt, le territoire. Puis là, tout à coup, nous, on devenait comme gênants parce on occupait le territoire. Donc, ils ne pouvaient pas exploiter le territoire comme qu'ils voulaient parce que nous, on était là, constamment là, en train de se déplacer. Fait que c'est là qu'est venue l'idée de dire: «Bon, ben là, on va toutes les mettre à un même endroit, dans des réserves. Comme ça, nous, on va pouvoir continuer à exploiter le territoire comme on veut». Fait que dans cette œuvre-là, avec le renard qui est assis sur le chapeau, c'est comme pour remettre un peu les choses en perspective, justement, de dire, vous avez, et cette œuvre-là s'appelle, Colonial Shifter. Fait que, tu sais, lui, c'est ça. Puis vous allez voir, le chapeau est déposé aussi sur une Bible. Fait qu'il y a la Bible, c'est comme un totem. Il y a la Bible, le chapeau, puis là, le renard est assis dessus pour dire, là, tu sais, comme ça va faire, tu sais. Là, on va changer les perspectives, puis fait qu'il s'assoit sur ces symboles-là qui sont des symboles coloniaux très forts. Puis il y a toujours son petit tiroir devant avec le chapelet qui sort aussi. Comme il est en train sa blessure est toujours là, mais il est en train de l'extirper, tu sais? Il est en train de reprendre comme sa fierté, puis sa place, tu sais? Il s'assit sur quelque chose de l'histoire qu'on ne pourra jamais effacer, mais maintenant, il est plus en dessous, tu sais? Maintenant, il est au-dessus. C'est un peu ça. Ouais. Puis je suis contente parce que c'est ça, c'est devenu un personnage. Dans mon travail, là, le renard, il est là. Il va sûrement, j'en ai trouvé un autre, il y en a un dans dans j'ai un congélateur à mon atelier. Fait que j'ai toutes sortes de créatures que je ramasse, que je trouve de quand je voyage. Puis j'ai un autre renard aussi, fait que je sais pas quand il va me popper, le renard, il va me dire quoi faire avec, mon autre renard que j'ai dans mon congélateur. Fait que ça va sûrement être en continuité avec, ce travail-là que je fais avec le renard. Puis, je l'aime beaucoup. Nous autres, on l'appelle Mikesho. Vous autres, à Manoine, comment vous dites renard? Wagouche. Magouche, c'est ça, je savais que c'était différent. Wagouche. Ouagouche, OK, oui, c'est vrai. À Ouémont aussi, c'est ça qu'ils disent à Ouémont-Tachi. Ouais, nous autres, en Belgique, on dit Mikesho. Fait que c'est on dirait que je le vois comme un petit, ben, tu sais, on dit tout le temps: «Les renards sont rusés», mais c'est vrai, tu sais. Lui, il a l'air de rien, il fait ses petites choses, puis oups, il apparaît pour nous enseigner quelque chose. Mmh. Alors, oui, c'est la guérison, hein, on pourrait dire, une guérison pas facile, puisqu'on en porte encore les stigmates de ce qui a été porté comme coup à, à l'intérieur des âmes, mais il annonce une possibilité de guérison. C'est magnifique. D'ailleurs, on dirait qu'il va sauter. Quand on le voit, on dirait qu'il se sert du chapeau comme d'un tremplin pour aller plus loin. Mm. Un autre animal, mais là, celui-là aussi est assez évident parce que c'est dans nos traditions peut-être avec l'aigle le sommet du monde animal, c'est l'ours qu'on retrouve beaucoup avec le cœur, hein, le cœur palpitant, un cœur humain, on présume, mais en fait, tu nous diras, dans les œuvres que tu fais, puis notamment celles qu'on retrouve dans cette exposition actuelle à la Guilde. Ouais, ben, l'ours, ben, cette exposition-là à la Guilde, j'étais tellement contente qu'on nous propose de faire ça ensemble, moi puis Meki. Ça fait plusieurs fois qu'on collabore ensemble, puis on travaille vraiment bien ensemble, on a une bonne dynamique. On a fait dernièrement une murale au Conseil de la Nation à Tikamek, à la Tuque, avec Jacques Nouachiche, André Clary. Puis ça, on a une bonne chimie ensemble, moi puis Meki. J'aime beaucoup son travail. Puis quand on nous a demandé de faire cette expo-là,
Sans trop se parler, c'est ça que j'aime aussi avec Mickey. Des fois, on n'a pas besoin de trop, tu sais, trop vouloir chercher, intellectualiser, puis les choses viennent comme naturellement. Puis on s'est rendu compte que de notre côté, chacune, elle a travaillé à Montréal, évidemment. Moi, j'étais ici à mon atelier. On travaillait sur l'ours. Fait que quand on s'est parlé de dire, bon, OK, qu'est-ce que tu as avancé, toi, dans l'expo, on s'est rendu compte qu'on parlait des ours, puis elle parlait aussi de sa grand-mère qui s'appelait Marguerite. Fait qu'elle travaillait des motifs de fleurs de Marguerite. Puis on se rendait compte qu'on avait envie de parler de féminité, puis en même temps d'ours. Fait qu'on s'est dit, ben, le titre nous est venu vraiment naturellement. On a dit Masco Isquewook, donc des femmes ours, parce que tout à coup, on avait envie de parler, de rendre hommage à la force des femmes Atkimek. Cette force-là qui nous a aidés justement à traverser des années difficiles, mais qui fait que maintenant on est toujours là, que moi puis Mickey, on est des femmes Atikamekw fières, qui portons encore notre culture, qui parlons notre langue. Donc, c'était vraiment ça qu'on avait envie de partager dans cette exposition-là ensemble. Donc, l'ours, c'est ça que j'expliquais, en Atikamekw, c'est tellement beau. Pour dire le mot force, on dit Mashkwezi-win. Puis dans le mot Mashkwezi-win, on retrouve aussi la racine du mot mascou, le mot ours. C'est comme si on dirait, dans le fond, pour être fort, on dirait être ours. Tu sais, c'est ça la force, être ours. Fait que ça, on trouvait ça tellement beau. Puis je trouve que cet animal-là, ben, chez toutes les Premières Nations, il est important parce qu'il nous ressemble aussi. C'est très impressionnant quand quelqu'un chasse un ours puis que là, on le dépece, qu'on ouvre sa fourrure. En dedans, c'est comme un être humain. Puis tantôt, tu parlais du cœur que je mets souvent dans mes œuvres avec l'ours. Puis c'est comme un cœur anatomique humain. Mais c'est comme l'ours aussi, son cœur, il ressemble à notre cœur. Fait que c'est ça, cet être-là, c'est pas juste un animal, c'est comme quelqu'un, c'est comme un être qu'on respecte, c'est comme notre grand-père, notre grand-mère. Tu sais, dans nos croyances, ben, il nous a aidés beaucoup à survivre aussi avec sa graisse. Puis comment c'est une médecine aussi, cette graisse-là, comment qu'on s'en sert aussi pour se soigner. Puis moi, cet animal-là aussi, dans ma famille, on a un lien particulier avec notre clan. Fait que ça aussi, je me suis toujours sentie proche de cet animal-là par mon père, qui, dans notre famille, c'était ça le clan. Puis je trouve que je le fais souvent debout, mon ours, comme qui était debout comme un être humain, pour nous rappeler ça aussi, que des fois, l'être humain, on oublie qu'on est des animaux. L'espèce humaine, on est aussi des animaux. Puis, il faut... Ah oui, puis c'est ça, je mets des auréoles aussi, tu sais, pour montrer qu'ils sont sacrés, ces ours-là. Puis en haut, j'ai mis la médecine Muskumananatuk, comme un dôme, une forme de temple de sudation, de sweat lodge, pour montrer qu'il nous protège, qu'il nous abrite, qu'il nous soigne. C'est ça le symbole en haut de Muskumananatuk, la plante Euh, de... D'ailleurs, le nom de la plante vient de Masco aussi, hein. Absolument, oui. Tout est dans tout. Ouais. J'avais demandé Euh, pourquoi on l'avait appelé comme ça. C'est ça, il y avait un de mes amis qui avait expliqué que c'est l'un des fruits. En fait, les fruits de cet arbre-là, il peut rester très longtemps. C'est l'un des derniers fruits qui tomberait durant l'hiver. Puis c'est ce que l'ours mange quand il est dans cette période-là de l'hiver, où est-ce qu'il a faim, il a besoin d'énergie, fait qu'il va manger les fruits. oui, ça fait des beaux petits fruits rouges, puis les oiseaux aussi, ils mangent beaucoup de ça, hein. Mais c'est ça, puis c'est une médecine qu'on utilise souvent aussi pour nous donner de la force, de l'énergie. Fait que j'imagine que l'ours aussi, là, tu sais, ça l'aide aussi à passer à travers son hibernation.
Ouais. Mais non, cet animal-là, je trouve qu'il nous rappelle aussi comment on n'est pas on n'est pas au-dessus de tout ça. On est des animaux aussi, les êtres humains, là, notre espèce humaine. Puis chaque être a comme son rôle, son importance dans le cycle, tu sais. Puis des fois, on dirait qu'on oublie, nous, c'est quoi comme espèce humaine. Tu sais, si on disparaissait de la Terre, euh, est-ce que ça déséquilibrerait complètement la nature? Ou au contraire, la nature reprendrait vraiment son droit partout sur la Terre? Ben, il faut se questionner, nous, d'abord, comment qu'on peut se rendre utile comme espèce humaine, tu sais, ça a changé au fil des siècles, des millénaires. Puis en 2025, c'est quoi notre utilité comme espèce humaine, notre rôle dans tout ce cycle-là? Puis je pense maintenant, notre rôle, c'est de protéger qu'est-ce qui est sacré. C'est comme ça qu'on peut trouver notre place dans ce grand cycle-là. Ou sinon, je pense que je sais pas à quoi qu'on peut servir. Ou sinon, j'ai l'impression que la Terre pourrait se mettre à mieux aller même sans nous. Fait que si on n'est pas là pour la protéger, je vois pas à quoi on peut être utile comme espèce. Hein. En tout cas, certainement créer de la beauté, en tout cas. C'est ce qu'on se dit quand on rentre dans les galeries et qu'on voit les œuvres qui sont produites, notamment par les artistes autochtones. Alors, c'est quand même une belle période pour les artistes autochtones maintenant. Hein, longtemps, je sais pas quand tu as commencé, quand tu es rentré au cégep, tout ça, si c'est encore ignoré ou marginalisé, mais je sais que pour des gens peut-être un peu plus âgés, je pense à Virginia Pesset-Mapeo-Bordelot, forcément, en parlant de l'ours, on pense à Virginia aussi, et se rappelait comment au début elle était vue comme une artiste mineure avant d'être vraiment reconnue comme faisant partie des créateurs, des créatrices de premier plan dans notre société. Et maintenant, les portes se sont ouvertes. Mais j'aimerais avoir ton avis, parce que moi, je me souviens, Rebecca Belmore avait dit ça quand elle avait eu sa magnifique exposition là, face au Monumental, au Musée d'art contemporain. J'avais dit, Rebecca, là, c'est vraiment la dernière frontière qui tombe, là, le dernier mur à défoncer. C'est quelle ouverture, là, le Musée d'art contemporain, l'endroit où on était, on n'appartenait pas, puis il n'était pas question qu'on mette nos mocassins, qu'on mette le pied puis nos mocassins dans cette place-là. Elle a dit yes, yes, André, but for how long? Donc, elle avait quand même une sorte de méfiance, quoi. Et j'aimerais que peut-être tu nous donnes ton avis sur non, pas l'effervescence créatrice, parce qu'elle était là, mais sur l'ouverture magnifique qu'on trouve maintenant. Mais c'est vrai ce que tu dis. Moi, quand j'étais au cégep, justement, j'ai pas le souvenir. Tu sais, j'étais entourée d'artistes dans ma communauté, j'en voyais plein, mais je voyais pas dans les musées, je voyais pas à la télé. Tu sais, j'entendais peu à la radio, la musique autochtone, des films aussi. Fait que j'avais pas tant de modèles que ça. Tu sais, je savais que dans nos communautés, on avait beaucoup d'artistes, mais je sentais pas que dans la société québécoise, on nous, qu'on avait une place, tu sais. On nous mettait pas en évidence, là, dans la société québécoise. Fait que ça, je pense que ça aurait été différent si, dès le début, j'aurais vu, tu sais, des artistes dans l'espace public, tu sais, de la société québécoise. Ça aurait, je pense que ça va être différent pour les jeunes. Je pense à ma fille qui a 8 ans. Elle en voit des artistes à la télé, des artistes autochtones, elle en entend à la radio, elle voit des films, elle va voir des expos avec moi où il y a des artistes dans des lieux. Mais il y avait pas ça, moi, dans mon temps. Fait que c'est sûr que
je suis contente de voir, dans le fond, qu'on a fait du chemin, que la société québécoise a fait du chemin. Je pense que nous aussi, on a pris davantage notre place, mais le public était comme prêt aussi à recevoir ça. Tu sais, je me souviens quand j'étais jeune, Cashtin, hey, c'était tellement big pour nous, là, tu sais, de voir qu'on entendait du Cashtin à la radio, qu'on les voyait à la disque, gagner des prix. On n'avait jamais vu ça, là, tu sais, au Québec, là. C'était des big stars pour nous, là. On était tellement tous fiers. Puis là, boum, la crise d'Oka. Puis là, tout à coup, on a comme senti que l'élan qu'il y avait, là, que ça l'a comme stoppé net pour eux. En tout cas, Florent Volant en a sûrement parlé déjà, que ça a dû certainement affecter leur carrière. Mais on dirait que ça a comme pris c'était nécessaire qu'il y ait des choses comme ça. C'est des points de bascule, je trouve, comme la crise d'Oka. Parce que tout à coup, il y a eu comme des frictions, il y a eu des choses négatives, mais en même temps, c'était comme un cri d'alarme pour montrer: «Hey, on existe toujours», tu sais? Puis on est chez nous, ici, puis on existe. Mais moi, à cet âge-là, je m'étais jamais rendu compte vraiment de c'était quoi le racisme. Puis c'est là que j'ai compris. J'ai senti comme des regards différents quand j'allais en ville avec ma famille. J'avais jamais vraiment été, j'avais jamais ressenti ça avant. Ça a été comme, troublant pour moi, tu sais, je devais avoir 10 11 ans. Mais, il a fallu qu'on en vienne à toutes ces preuves-là. Tu sais, je pense à Joyce Echaquan aussi. Ça fait 5 ans cette année. C'est un drame épouvantable, là. Ma voix tremble encore quand je parle de ça, mais même ce drame-là, si on peut en tirer quelque chose de lumineux, ben c'est ça. Joyce, c'est une héroïne. Elle a tout à coup comme ça l'a engendré un élan de solidarité partout au Québec, entre Autochtones, mais aussi avec les Québécois aussi. Ça leur a comme mis d'en face aux Québécois aussi que le racisme systémique, ça existe vraiment, puis ça tue même. On l'a vu aussi là, avec le jeune là, à Longueuil. C'est une autre histoire, mais tu sais, c'est relié au racisme systémique aussi. Fait qu'on dirait que des fois, ça prend comme des drames, des choses difficiles pour qu'on avance, comme qu'on avance, qu'on fasse des petts bouts de vite. Tu sais, la crise d'Oka, je pense que ça aussi, ça nous a permis de faire des petits bouts de vite. Avec Joyce aussi, ça a été, ça nous a mis en lumière en même temps. Dans cette épreuve-là qui est sombre puis douloureuse, ben, en tout cas, je trouve que Joyce, elle nous a apporté beaucoup de lumière aussi, beaucoup de force aussi. On s'est rendu compte qu'il il y a des choses qu'on accepte, qu'on veut plus accepter. Puis l'art, je trouve que ça devient un moyen incroyable pour faire bouger des choses aussi. L'art, ça devient une façon de communiquer avec les gens de façon en communiquant par le cœur. Moi, je trouve que c'est ça, que ça nous apporte l'art, la musique, le théâtre, le cinéma, l'art visuel. C'est vraiment une façon de pouvoir expliquer aux gens qu'est-ce qu'on a vécu, tous les drames qu'on a vécus, puis la force puis la résilience qu'on a, mais en passant par le cœur, en imprégnant les gens de de notre art. C'est comme quelque chose qui transporte depuis des millénaires nos identités, l'art, dans les chants, dans la danse, dans les motifs. Tu sais, ça fait tellement longtemps qu'on transporte nos identités. C'est pour ça qu'ils n'ont pas réussi, tu sais, à nous assimiler. Parce que c'est dans l'art qu'on transportait. Ils n'ont pas catché que c'était dans l'art. C'était pas dans des livres. Mais c'était dans l'art qu'on transportait nos identités, notre spiritualité, tout. Puis c'est ça qui a permis de garder tout ça vivant encore, puis qu'on continue encore par d'autres moyens maintenant avec le cinéma, des moyens plus contemporains, mais qu'on continue de transporter qui on est là, à travers l'art. C'est pour ça que c'est si important.
Ce qui est drôle, c'est que il y a quelques années, on m'avait demandé de traduire l'art en atikamekw. Comment tu peux le dire? Parce qu'apparemment, dans les autres langues, c'était difficilement traduisible. Genre, il n'y a pas de mot qui vient en tête quand tu veux dire de l'art. C'est quoi l'art? C'est quoi l'artisanat? C'est quoi la culture? Puis non, c'est ça. Je pense C'est j'ai eu quelques mots que j'ai entendus, mais je pense que le mot change des fois aussi parce que j'ai regardé dans la dictionnaire atikamekw, là. Euh, Il n'y a pas de mot aussi pour distinguer artiste, artisan. Pour nous, on est tous des créateurs. Il n'y a pas de ouais. distinction. Tu vas faire. En fait, c'est ça, il dit, c'est quelqu'un qui fait des canaux, c'est quelqu'un qui fait de la peinture, c'est Mm. quelqu'un qui fait des. C'est dans Euh, l'action, hein, ouais, mais il y a pas de mot pour dire un artiste en atikamekw. Ben ouais, on n'a pas besoin de le nommer parce qu'on le fait. Ça se manifeste. On n'a pas besoin de le nommer. Alors, je pense que le concours est lancé. Trouver un mot qui va. Mais effectivement, je sais que une des choses qui nous est arrivée, parce que c'est un peu comme tes renards ou tes porcs-épics, c'est pas nous qui l'avons choisi, c'est en avançant, quand on a créé Présence autochtone, on voulait faire un festival de films non compétitif, plus un lieu de rencontre. Et puis finalement, ben, c'est des artistes qui sont venus frapper à la porte, qui ont façonné le festival. Et de fait, en façonnant multidisciplinaire, on a aussi bien, pendant Présence autochtone, des gens qui font des mocassins que des gens qui font des films qui se promènent à Cannes ou à Berlin dans un grand festival internationaux. Et tout ce monde-là est effectivement membre du même cercle. Il n'y a pas une hiérarchie là, qui est posée d'emblée, au contraire. Tout ce monde-là, chacun est une part essentielle, un point essentiel du grand cercle. Et vraiment une vision philosophique. D'ailleurs, l'auréole que tu mets a un double sens. Hein. Ça peut être effectivement l'expression d'une certaine luminosité spirituelle intérieure, mais c'est aussi une représentation d'une façon de voir le monde. Absolument. Au début, c'est ça pour m'approprier ce symbole-là de la religion catholique, les auréoles, mais à force de le faire tout le temps, ça s'est transformé. C'était plus une auréole, c'était juste comme le symbole du cercle qui est tellement important, qui symbolise toute notre philosophie, notre vision du monde, les Premières Nations. Donc, c'est ça. Je me suis rendu compte dans mon travail qu'à force de faire des choses, je me suis mis à décoloniser naturellement tous ces symboles-là que je m'appropriais de la religion catholique, mais à force de les faire, ils se transformaient en quelque chose, puis ils s'autochtonisaient. Bon, ben écoute, je pense que tu es à ton atelier. Merci d'avoir pris le temps de communiquer avec nous, puis de dialoguer. C'est un de nos beaux podcasts. Mais tu as sûrement pas mal de travail à faire pour agrandir le cercle et rejoindre encore plus, faire battre encore plus de cœurs. Alors, merci beaucoup, hein, Ouais, Étienne. j'avais une dernière question, là. J'ai Oui, toujours. Oui. Est-ce que beaucoup de monde assume que ton nom est atikamekw? Oui, il y a beaucoup de gens qui pensent toujours. Les gens me demandent souvent qu'est-ce que ça veut dire ton nom. Puis ils sont toujours très surpris quand je leur dis que c'est vraiment un mot que mon père a inventé quand il a rencontré ma mère qui est québécoise. Puis c'est amour écrit à l'envers avec un E à la fin, amoureux. Puis mon père avait inventé ça, il disait Euryoma à ma mère pour la séduire. Puis quand finalement ma mère s'est mise à dire ça à mes grands-parents, Euryoma, coucoum, puis là,
les autres étaient comme, mais c'est quoi tu dis? Ça veut rien dire. Puis là, finalement, on s'est aperçu, ben, ça voulait pas dire je t'aime en Atikamekw, c'était un mot qu'ils avaient inventé. Fait que quand ils sont fiancés, ma tante Marie, la grande sœur à mon père, a fabriqué des joncs en peau d'orignal, puis elle a brodé minutieusement Ruoma dessus. Puis quand je suis née, ben c'est ça, ils m'ont appelée Ruoma. C'est la belle histoire que mes parents, que j'aimais que mes parents me racontent quand j'étais petite. Ouais. Ouais, on est taquins, nous autres. Oui. Puis en même temps, ben, il y a tout un jeu poétique. On est déjà dans l'art. Oui, On pourrait dire qu'on t'a déjà, en te baptisant, on t'a donné un nom artistique et probablement une vocation qui venait avec. et oui, mon père, c'était un artiste, il a inventé ça. C'est sa poésie. Ouais. Miigwetski Bejen, merci d'être là. Oui, merci Alexandre. C'est un point important. Puis j'allais l'oublier. Alors, non, ça fait une parfaite conclusion. Ça finit en histoire d'amour. Voilà. On se voit la semaine prochaine, André. Oui, certainement. Matcha. Matcha. Merci.